série bien organisée avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à votre participation au dernier webinaire, on avait 650 personnes sur notre dernier webinaire, le Zoom qui a craché parce qu'il y avait plus de monde que la licence. On a passé sur YouTube, etc. Donc, merci beaucoup. C'est le genre de, je pense, de soucis techniques qu'on aime avoir. Donc, euh, donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre suivi à notre série depuis le mois de février. En fait, voilà, depuis quelques mois, on a parlé de plusieurs sujets. On a exploré ensemble plusieurs dimensions essentielles à la gestion et au développement des PME. On a parlé du marketing, on a parlé de croissance, gestion financière, etc. Lors d'une autre précédente. Alors, Hichem était en train de dire que lors de notre précédent webinaire, on a abordé la question de l'intelligence artificielle, comment on pouvait l'aider pour arriver à augmenter, que ce soit au niveau du rendement, que ce soit au niveau de la croissance de son entreprise ou d'aller à l'international. C'est un webinaire qui s'est passé au siège de l'OIF et qui avait reçu aussi des panélistes de haut niveau et qui ont donné leur avis sur l'IA, comment on peut l'aider pour arriver à développer son business. Donc, c'était un webinaire intéressant et nous pensons aussi que ce nouveau webinaire qui s'épanche plutôt sur la question du futur du travail va aussi vous intéresser et nous vous voyons déjà nombreux. Là, on a Hichem qui nous revient. Je vais lui passer la parole d'un moment à l'autre pour continuer son intervention et nous présenter les différents panélistes. Et on vous remercie tous de votre présence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toujours dans les Q&R. Et puis voilà, bienvenue à toutes et à tous. Et je repasse la parole à Hichem. Et voilà le petit tunnel qui est passé déjà. Et on reprend avec notre panel aujourd'hui. Je pense comme Trésor l'a déjà mentionné, vous étiez nombreux la dernière fois. Aujourd'hui, on passe à un autre niveau. L'autre fois, on a parlé un peu de la gestion d'entreprise et comment l'IA est déployée pour mieux gérer l'entreprise. Aujourd'hui, on aimerait bien aussi passer un peu au niveau du futur du travail. C'est un sujet qu'on a beaucoup reçu dans le chat ici. On parle de compétences du futur, on parle de nouveaux métiers qui sont en train de développer aujourd'hui. Donc, nous sommes très ravis d'avoir trois intervenants qui nous apporteront des regards très complémentaires aujourd'hui à cette question. Euh, Très ravi déjà d'avoir avec nous Raphaël Haïk. Raphaël, moi, ce que je vais appeler un entrepreneur en série, voilà. Je suis un peu Raphaël sur les réseaux depuis un moment. Et aujourd'hui, il est fondateur de Galaxy.io et de Summit, des solutions qui va aussi nous parler un peu de ces solutions-là. Il coach les entrepreneurs, notamment IT, sur ces sujets de l'IA et aussi de un peu cette ingénierie de futur. Je pense qu'il a bossé dans ce secteur un peu avant même que l'IA immerge et il a vu un peu la transformation de ce secteur-là. Très ravi aussi d'avoir Tiffany Clémenceau avec nous aujourd'hui. Peut-être vous avez déjà vu ces podcasts. Honnêtement, moi, j'étais un peu suiveur des vidéos un peu avant de connaître la personne, cofondatrice d'IRIA. Aujourd'hui, IRIA accompagne les PME à intégrer l'IA dans les habitudes du travail au sein des équipes. Avec une conviction, je pense qu'on partage tous ici, c'est un peu l'augmentation de l'humain, l'IA qui accompagne, qui augmente, mais qui ne remplace pas. Et finalement, très ravi aussi d'avoir Tawhid Chtiwi avec nous dans notre panel aujourd'hui. Tawhid, président fondateur d'Aven City School of IA et Data. Aujourd'hui, Tawhid accompagne plusieurs entreprises en intelligence artificielle et en innovation, mais aussi développe un parcours de formation, un parcours sup, mais aussi une des formations continues. Je pense, je voudrais aussi, Tawhid, nous parler de ça après, sur ces métiers de futur. Je pense un peu un volet de formation qui prépare les générations pour vos métiers peut-être et une nouvelle transformation qu'on est en train de découvrir tous ensemble. Donc, comme Trésor l'a déjà mentionné, n'hésitez pas à
mettez vos questions sur le Q&A. Je partagerai avec vous aussi le Mentimeter, mais on est ouvert à vos questions et dans le Zoom et dans le Q&A de notre session. Si ça vous arrange bien, on aimerait bien commencer avec une première question déjà pour Raphaël qui est avec nous et qui nous rejoigne. T'es où exactement, Raphaël? Parce qu'on essaie aussi de garder une couverture géographique assez diversifiée avec nos panels ici. Eh ben, là, je suis à Paris. Voilà, je Ah suis bah, chez moi. très bien, très bien. Donc, Raphaël, aujourd'hui, voilà, on parle de compétences que les recruteurs cherchent, on parle de nouveaux métiers. Aujourd'hui, plusieurs personnes qui parlent de réformation, de reskilling. Est-ce que je suis prêt à être concurrentiel, à être compétitif dans le marché du travail ou pas? Comment vous, en tant qu'expert dans ce matière, vous voyez cette transformation-là? Quelles compétences aujourd'hui ces recruteurs sont en train de chercher? Et est-ce que c'est vraiment difficile aujourd'hui d'être concurrentiel par rapport aux nouveaux candidats et aux nouveaux métiers? À Bon, question très riche, il y a beaucoup de vous. choses à dire. Et pour replacer un peu le contexte, vous comprenez d'où je viens. Bon, euh, j'avais créé une société de services informatiques avec un peu plus d'une centaine de personnes. Et aujourd'hui, je développe des applications IA. Euh, et aujourd'hui, quand je recrute une nouvelle personne, je ne le fais pas comme je le faisais avant. Alors quand je dis avant, c'est-à-dire que ma société, j'ai recruté beaucoup de personnes entre 2006 et 2022, 23, juste avant l'émergence de l'IA générative. Donc aujourd'hui, ça va être très différent. En fait, je pense on était avant sur deux familles de compétences qui étaient recherchées par les recruteurs, qui étaient les hard skills et les soft skills. Et avec l'émergence de l'IA, il y en a une troisième qui est apparue, qui sont les AI skills. Et aujourd'hui, moi, si je recrute sur ces trois familles-là. Et elles ont toutes les trois évolué. Bon, la troisième, les high skills, elle vient de naître, mais ça a fait changer les deux premières familles de skills. Et il faut bien comprendre comment. Ça les a en fait augmentés. On pense que avec l'IA, on va avoir moins besoin de compétences ou que l'IA va remplacer son boulot. Moi, je pense que en fait, c'est exactement l'inverse. Ça va demander plus de compétences. Et on va pas perdre son boulot pour une IA, on peut éventuellement perdre son boulot par quelqu'un qui l'utilise mieux que soi. Si je commence déjà sur les... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec ces soft skills, hard skills et IA skills? Ce qui était recherché avant, c'était beaucoup dans le hard skills, l'exécution. Une personne qui est capable, si c'est un chargé de recrutement, de sourcer beaucoup de candidats et de les appeler et de les recruter. Si c'est un commercial, quelqu'un qui est capable d'exécuter une stratégie commerciale et d'appeler des clients et de faire la prospection. Et cette partie-là, elle va très vite avec l'IA et elle est devenue très forte. Du coup, son focus de compétences se déplace sur pouvoir orchestrer des IA qui vont faire ce boulot-là, mais comme un vrai chef d'orchestre, c'est-à-dire avec un discernement qui est décuplé, une compétence même, un hard skills qui est plus grand, parce qu'une fois que le travail est vite fait, on va pouvoir regarder son environnement de plus haut. Donc on va avoir des compétences qui vont devoir être développées autour de son premier métier. Euh, donc les hard skills vont être développés et et les soft skills euh, vont devenir aussi encore plus prioritaires qu'avant, avec notamment une soft skills sur laquelle je vais mettre l'emphase, c'est le discernement. Le discernement, c'est la capacité à, à réfléchir, à prendre des décisions, à comprendre ce que l'IA est en train de produire, si c'est qualité, si c'est qualitatif ou si c'est pas qualitatif, et elle a guidé. Il faut voir qu'une IA,
C'est comme si je vous donnais euh, une métaphore, c'est comme si avant, on courait tranquille en faisant son jogging, et depuis qu'on a une IA, on a un chien de course avec soi. Ben, le chien de course, il va très vite. Et il faut aller pas aussi vite que lui, parce qu'il est fait pour ça, mais il faut pouvoir le piloter. Et il peut faire de bêtises, ça peut devenir un chien fou. Un chien fou dans le sens où il peut aller faire des choses qu'on ne lui a pas forcément demandé ou réfléchir à côté. Donc, son soft skills qu'on va devoir développer quand on travaille avec des IA, c'est le discernement. En plus de tout ce qui est communication, bon, les soft skills traditionnels qu'on doit développer. Euh, je peux vous donner un exemple de ça. On peut être entraîné très vite par l'IA à faire des choses, à apprendre des choses qu'on ne maîtrisait pas, et c'est tant mieux, parce que voilà, notre compétence, elle augmente. Quand je développais ce mythe, qui est un outil de YouTube augmenté, euh, j'ai voulu faire pour faire connaître ce mythe euh, du SEO et puis des vidéos virales. Après tout, l'IA étant une source de connaissances et d'apprentissage sans fin, je lui ai demandé de me former sur comment on fait des vidéos virales. Et je pensais que je pouvais y arriver. Il m'a fait tout un plan, il m'a produit énormément de contenu, de documents, euh, et ça avait l'air extrêmement pertinent pour moi qui n'ai jamais fait ça. Mais je me suis vite retrouvé face à un mur et à un constat que c'était pas quelque chose que je pouvais faire. Et je ne pouvais même pas challenger ce que me produisait l'IA. Et là, j'ai vu qu'il y avait quand même un gap dans ce qu'on peut faire ou faire faire à une IA. Et ça, il faut bien en avoir conscience, des forces, des faiblesses de l'IA, mais également de ses propres forces et ses propres faiblesses. Et du coup, je suis allé voir un spécialiste. Et aujourd'hui, quand je vais voir un spécialiste d'un domaine, parce que je ne le maîtrise pas, si ce spécialiste-là n'a pas des compétences IA, il ne m'intéresse pas. Je sais il va travailler comme avant, comme, comme en 2022. C'est-à-dire que c'est plus possible. Euh, donc les soft skills et les hard skills deviennent encore plus prépondérantes et importantes dans le monde d'aujourd'hui pour pouvoir intégrer la troisième famille de compétences qui est les high skills. Aujourd'hui, si je dois recruter un DAF, si je dois recruter un chargé de recrutement, un DRH, s'il ne vient pas avec ses compétences IA, je sais qu'il ne va pas pouvoir travailler comme je le souhaite, il va travailler à l'ancienne. Or aujourd'hui, moi je veux que toutes les personnes dans mes entreprises soient formées à l'IA. Alors après, il y a différents degrés hein, de formation à l'IA. La première chose, c'est de savoir faire du prompt et de connaître les limites de l'IA. Qu'est-ce qu'elle fait bien, qu'est-ce qu'elle fait pas bien. Mais il y a une notion qui est le prompt engineering qui est vachement important euh, et qui évolue avec le temps et s'apprend par partage collectif et par formation. Mais c'est quelque chose d'hyper important. Dans un entretien d'embauche, je demande si le candidat sait ce que c'est que le flip prompting. Pour moi, c'est hyper important le flip prompting, c'est-à-dire on inverse le prompting, on demande à un IA, euh, si on lui demande de faire quelque chose, produit un agent, produit une routine, produit quelque chose, un document. Je termine la plupart de mes prompts par euh, pose-moi des questions et challenge-moi. Et ça a une force incroyable parce que ça nous fait, ça améliore la production de notre travail, enfin de son travail, de notre travail, et ça nous permet de réfléchir plus grand. Donc il y a le prompt engineering, mais si on monte après dans la gradation de ce qu'on doit apprendre comme AI skills, il y a produire des agents, piloter des agents. Mhm. Il y a plein d'outils pour aujourd'hui, en n'étant pas développeur, hein, en faisant du no-code pour produire des agents, comme Dust, comme N8N, comme Make.
Et après, le travail de l'expert ou de la personne qui est recrutée, c'est de pouvoir les produire et les piloter. Ce sont des choses extrêmement importantes. Et puis ensuite, euh, j'allais dire pour moi, ce qui est une force incroyable dans une équipe, encore une fois, de gens qui ne sont pas développeurs, mais qui ont leurs propres compétences métiers, c'est de savoir faire du vibe coding, surtout dans une PME. Alors du vibe coding, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est utiliser une IA comme Codex de OpenAI ou Claude Code ou d'autres pour développer des applications sans être développeur soi-même. Moi, j'ai fait une formation de vibe coding alors que je n'ai jamais développé une ligne de code. J'ai pu faire des choses incroyables pour ma vie personnelle ou ma vie professionnelle. J'ai formé au vibe coding à mon échelle, hein, des DRH ou des financiers. Ils ont fait des choses exceptionnelles pour leurs travaux, pour leur travail, sans s'apercevoir enfin, de la puissance de cet outil-là. Et dans une PME, ça peut avoir un impact considérable. Un peu moins dans des grands groupes, parce que dans des grands groupes, il y a beaucoup de règles, il y a des Active Directory, il y a des frameworks de sécurité, il y a de la gouvernance. Donc le champ de liberté quand on vibe code est un petit peu plus petit, mais le reste des outils d'IA est accessible. Donc avec ça, avec ce trio de hard skills augmentés, soft skills, notamment sur euh, le discernement et AI skills, on devient le salarié du futur, on devient le salarié augmenté qui va apporter une valeur incroyable dans les entreprises. Euh, on dit souvent que l'AI aussi est, est faite pour faire des tâches répétitives ou pénibles qui sont longues à faire pour nous. C'est vrai, ça le fait. Euh, mais il faut bien comprendre que ça fait aussi des tâches à l'opposé de ce spectre qui sont des tâches dignes d'un COMEX imaginaire, d'un COMEX AI, à très forte valeur ajoutée. Il ne faut pas limiter les AI aux tâches répétitives. Ça peut être, si vous êtes un patron d'entreprise, ça peut être votre coach finance, votre coach RH, votre coach ou membre du COMEX euh, croissance externe, sales, etc. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'était pour l'application Galaxis. Alors, l'application Galaxis que j'ai développée, c'est une AI pour aider les enfants à faire leurs devoirs à la maison et les révisions. Avec un prompt socratique, ça veut dire que c'est pas une AI qui donne la réponse, mais qui aide l'enfant à essayer de comprendre les difficultés et le cours, etc. Je suis pas le seul sur cette catégorie d'applications, il y en a plein d'autres. Mais en analysant euh, les réponses, les bonnes et les mauvaises réponses des enfants, je discute avec Claude Code pour lui dire, en fait, on a un outil incroyable où on peut savoir où sont les forces, les faiblesses de chaque enfant, et finalement, on peut leur donner des exercices tailor-made, vraiment faits pour eux. Et ça peut être la force même et notre avantage compétitif par rapport à la concurrence. Et je lui termine cette discussion par du flip prompting en lui disant, challenge-moi, pose-moi des questions. Et là, donc, je parle à un père, à quelqu'un qui va réfléchir au produit, au marketing, à la puissance de la solution. Et il me fait réaliser que ce dont j'ai besoin, c'est d'un didacticien pour travailler sur cet aspect-là. Je ne sais pas ce que c'est qu'un didacticien. Donc, je creuse avec lui ce point-là. Et effectivement, il a raison. Un didacticien, c'est quelqu'un qui va, par exemple en mathématiques, qui va dire que un élève, s'il a eu 1 sur 4 à un exercice, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit il n'a pas appris son cours, soit il a mal compris, soit il n'a pas retenu, soit c'est des étourderies. Et ça, c'est un didacticien qui va pouvoir dire d'où vient l'erreur
et donner ensuite à l'AI. Ensuite, on pourra coder des façons de traiter différemment. Donc, ça va apporter un avantage compétitif incroyable à Galaxis. Et depuis, je suis rentré en contact avec des didacticiens, des labos, qu'il m'a donné d'ailleurs, pour travailler sur ce point-là. Donc, c'est pas juste un outil pour faire des tâches répétitives, c'est un outil qui offre une valeur qui est inestimable dans le travail. La différence dans le futur entre un salarié et un autre, elle va se faire sur cette utilisation et ses compétences sur l'IA. Et il va y avoir une fracture IA. Comme avant, il y avait une fracture du numérique. Demain, il y aura une fracture IA. Ceux qui savent pas. Ceux qui savent utiliser, ceux qui savent pas utiliser. Donc voilà un peu pour résumer mon point et répondre à ta question. Euh, Demain, on va ajouter, enfin, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est déjà fait. Quand on recrute sur hard skills, soft skills, AI skills. Et je vous encourage à monter très fortement en compétence sur cette AI skills et également sur les hard et soft skills parce qu'elles vont devenir encore plus importantes à partir du moment où le champ de votre action va être grandi grâce à l'IA. Mm, Merci. Merci Raphaël pour ces premiers éléments. Je pense, oui, finalement, ce combo aujourd'hui, un peu ces compétences multidimensionnelles et un peu la complémentarité entre nos hard skills, nos soft skills et aussi nos compétences en IA. Vous avez mentionné plusieurs éléments aussi qui font le lien avec ce qu'on a discuté de derniers webinaires, le vibe coding, le prompt engineering, etc. C'est des éléments aujourd'hui qui ne sont, je dirais, plus optionnels. C'est des compétences qui doivent être dans notre caisse à outils en tant que candidat aujourd'hui en tant que candidat sur le marché de travail. Je pense on va faire un petit aller-retour du monde de la perspective candidat aux perspectives entreprise avec Tiffany aujourd'hui qui accompagne ces PME que vous avez déjà mentionnées dans leur transformation grâce à l'IA. Et aujourd'hui, Tiffany, vous observez directement, à mon avis, ce qui change au sein des entreprises. Donc, voilà, si vous pouvez aussi nous parler un peu de cela et comment vous êtes en train de voir cette transformation de l'IA concrètement dans les quotidiens des PME, dans le quotidien des entreprises. Fanny, à vous. Avec plaisir, merci Hichem. Je suis en train de partager une petite présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit bien Ouais. l'écran, oui. Ok, comme ça va permettre de structurer un petit peu ce que je vais vous dire. Donc en effet, sur les petites 10-15 minutes qui me sont accordées, je vais tenter de vous montrer un petit peu comment vous pouvez intégrer l'IA dans les habitudes de travail de vos équipes. Trois points que j'aimerais aborder. Le premier, c'est vous donner une grille de lecture qui va vous permettre d'identifier où vous en êtes aujourd'hui et donc quelle est la prochaine étape que vous allez mettre en place la semaine prochaine à un horizon 1 mois, 6 mois, etc. Donc, je vais vous partager les 4 stades de maturité IA d'une entreprise. Ensuite, on verra les erreurs qu'on observe, nous, qui empêchent vraiment les gains de productivité grâce à l'IA. Et finalement, je vous donnerai quelques pistes de solutions parce que c'est pour ça qu'on est là. Les 4 fondations essentielles que vous devez construire pour lancer vraiment la transformation sur les bons rails. Bon, rapidement mettre un peu de contexte. Je suis donc Tiffany Clémenceau, la cofondatrice d'Eria. Comme Hichem l'a dit en intro, on accompagne les PME à intégrer l'IA dans les habitudes de travail et on le fait principalement par de la formation. Donc, les 4 stades. Donc, premier stade de maturité qu'on voit d'une entreprise, c'est le shadow IA. En gros, l'entreprise, elle n'a pas encore mis en place de choses officielles et les collaborateurs utilisent l'IA avec les données de l'entreprise. Que vous pensiez que c'est un fait ou pas, c'est un fait. Il y a une étude de Microsoft France qui dit que 61% des salariés ont recours à l'IA générative chaque semaine via des comptes personnels. Et donc, ça pose des problèmes de contrôle, de traçabilité, de sécurité. Vous ne voyez pas ce qui se passe, qui a accès à quoi et à quelles données. La deuxième étape, quand l'entreprise commence à structurer, on va mettre en place un chat sécurisé. Donc là, c'est un Gemini, par exemple, quand vous avez l'environnement Google Workspace, parce que c'est le plus évident, un Copilot quand vous avez l'environnement Microsoft, ou ça peut être des licences ChatGPT ou Claude pour tout le monde, peu importe le choix de l'IA. Voilà, tout le monde doit aller sur cette IA-là et la règle est claire pour tout le monde. Mais à ce stade-là, c'est pas encore une transformation, on voit pas de vrai gain de productivité.
Les gains, ils commencent à arriver au stade 3, quand là, on a des agents IA qui accèdent aux données de l'entreprise, qui font des actions dans les outils, qui vont pouvoir écrire un mail en brouillon directement dans votre boîte mail, créer des événements dans votre agenda, mettre à jour un CRM, etc. Et les agents vont exécuter de manière semi-autonome ou autonome des actions. Et c'est là qu'on commence à vraiment voir un gain de productivité pour l'entreprise. Le quatrième stade, c'est l'IA organisationnelle. Donc là, on repense totalement les manières de travailler. Ce qui était impossible devient possible. Et on dépasse vraiment les simples gains de temps pour transformer, et toute l'entreprise vit au rythme de l'IA. La majorité des entreprises en France, et je pense au-delà, sont entre le stade 1 et le stade 2. Les plus avancées sont au stade 3 et commencent à regarder le stade 4. C'est très très rare, il n'y a pas vraiment d'entreprise qui est encore au stade 4. Mais je pense que déjà, l'enjeu pour vous aujourd'hui, c'est de se dire comment j'arrive, je mets tout le monde au stade 2 pour sécuriser mon entreprise, puis on essaye d'aller au stade 3 pour vraiment voir des gains de productivité dans l'entreprise. Le problème qu'on voit, c'est que la plupart, elles célèbrent le stade 2. Ils se disent, c'est bon, j'ai mis mon IA, et puis les salariés vont gagner une demi-journée par semaine. Et souvent, les dirigeants avec qui j'échange, ils me disent, bah, en fait, je comprends pas, tout le monde a accès à Gemini ou à Copilot, mais il se passe pas grand-chose. Pourquoi? C'est parce que la vraie transformation, le retour sur l'investissement, il n'arrive qu'au stade 3, comme je vous l'ai dit juste avant. Maintenant qu'on s'est dit ça, comment concrètement on arrive au stade 3? Nous, ça fait 18 mois, donc on accompagne des entreprises, on discute avec beaucoup aussi d'autres acteurs qui font comme nous, qui accompagnent des entreprises à intégrer l'IA. Et la première solution à laquelle on pense, c'est celle que nous, on a beaucoup fait début 2025 parce que c'est ce que voulait le marché, c'est d'opter pour des solutions de création d'agents clés en main. Donc, je vais prendre une agence externe, un consultant externe qui va venir comprendre tout ce que fait mon équipe opérationnelle et va leur créer des agents IA sur mesure. L'autre option, c'est plutôt de faire en interne. On a 2, 3, 4 personnes qui vont créer les agents pour tout le monde. Nous, on l'a fait au début. Les clients étaient hyper contents quand on livrait les agents. Et puis, on revenait 2, 3 mois plus tard. Et finalement, ces agents n'étaient pas utilisés. Et donc, mettre en place un outil qui n'est pas utilisé, c'est un investissement qui est parti à la poubelle. Le vrai sujet pour vous, hein, c'est OK de mettre un outil, mais de faire en sorte que l'équipe utilise cet outil. Donc, pourquoi ça ne marche pas, ces solutions clés en main? Déjà, c'est souvent trop loin du quotidien vraiment opérationnel. Même si on passe du temps pour comprendre le métier de la personne, personne n'est mieux placé que celui qui fait sa tâche au quotidien pour définir de quoi il a besoin, comment ça doit fonctionner, et du coup de pouvoir créer son agent IA. Et comme Raphaël le disait, il y a aussi quand on n'a pas l'expertise, on n'est pas capable de juger est-ce que ce que l'agent IA vient de me produire, c'est qualitatif ou pas. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Deuxième raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est que ça crée de la résistance au changement. Quand on impose une solution à quelqu'un, même si cette personne est IA enthousiaste, elle va avoir du mal à l'intégrer dans ses habitudes. Alors que si c'est elle-même qui l'a pensé, qui l'a réfléchi et qui a travaillé pour la mettre en place, elle va être beaucoup plus enthousiaste à utiliser ce nouvel agent qui l'aide à remplir son CRM, à rédiger ses mails, etc. Et la troisième raison, qui est presque la plus importante, je crois, c'est que des solutions clés en main, elles ne sont pas évolutives dans un contexte où, toutes les semaines, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent des outils IA. Et il y a aussi le contexte de l'entreprise normale qui évolue. En fait, vous avez des nouveaux process, vous intégrez des nouveaux collaborateurs, etc. Et donc, vous avez besoin que ces agents IA ils puissent évoluer en fonction de tout ce contexte qui est mouvant. Donc, si une personne métier, elle ne sait pas comment est construit l'agent, elle ne va pas être capable de le faire évoluer. Et donc, en fait, vous êtes dans une roue du hamster où vous allez devoir recontacter votre agence qui va devoir mettre à jour votre agent, ou la personne en interne qui fait les agents pour tout le monde, qui va rapidement être le goulot d'étranglement, finalement, de l'entreprise. La deuxième solution qu'on voit, qui ne fonctionne pas, en tout cas pas sur le long terme, c'est de laisser les collaborateurs intégrer eux-mêmes leurs outils. Ça, c'est une très bonne initiative au début, de dire à tous les collaborateurs qui ont envie, allez-y, on vous donne des budgets, on vous donne des licences, etc. La problématique que ça crée, c'est que les initiatives individuelles, elles ne se diffusent pas à l'ensemble de l'organisation. Et donc, vous allez avoir un gap qui se crée, exactement ce que disait Raphaël. Finalement, il y en a qui vont développer leurs high skills et qui vont s'augmenter, qui vont gagner du temps, qui vont accélérer leur travail. Et de l'autre côté, on va avoir des gens qui continuent de travailler à l'ancienne,
Pas forcément parce qu'ils sont réfractaires, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas envie de se former le soir, le week-end, ils ont peut-être d'autres choses à faire. Et donc, en fait, on crée ce delta. Et puis, ça va créer un autre problème qui est que quand le premier employé de la chaîne il va 2 fois plus vite, il donne 2 fois plus de travail au deuxième maillon de la chaîne qui, lui, se retrouve totalement submergé parce qu'il ne sait pas accélérer. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher finalement les gains au niveau de l'organisation. Votre vrai enjeu en tant que dirigeant de PME, c'est ça en fait. C'est comment je transforme toute mon organisation, comment je fais en sorte que tous mes collaborateurs adoptent les outils qu'on va leur mettre en place. On arrive maintenant à la partie solution. Les entreprises qui voient vraiment cette transformation et ce gain de gain de productivité, elles ont 2 choses en commun. La première, elles ont mis des fondations solides en place. Et ensuite, leurs équipes travaillent quotidiennement avec l'IA. Et on ne peut pas avoir des équipes qui travaillent quotidiennement avec l'IA sans avoir mis en place les fondations. Concrètement, 4 fondations pour nous à mettre en place. La première, c'est de vous poser en tant que dirigeant avec le COMEX, peut-être top management, c'est de se dire pourquoi aujourd'hui on va mettre de l'IA dans notre entreprise, comment ça va nous aider à mieux accomplir notre mission et à mieux servir nos clients. Ça va vous permettre de donner une direction à vos collaborateurs et donner du sens à la transformation et donc de faciliter la conduite du changement. Deuxième chose, c'est de réfléchir et de produire une charte IA. Charte IA, très simple, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'on n'a pas le droit de faire dans l'entreprise avec l'IA, qu'est-ce qui est autorisé ou non. C'est de se poser aussi et de réfléchir. Alors, je sais qu'il y en a parmi beaucoup qui ne sont pas forcément en Europe, mais pour ceux qui seraient en Europe, il y a l'AI Act, qui est le règlement européen sur l'IA. Et donc, c'est aussi important de se poser en tant qu'entreprise et de lister quels sont les risques à utiliser l'IA dans notre entreprise, comment on les encadre, et tout ça, on met ça dans une charte IA. Et ça permet de rassurer les collaborateurs qui hésitent et peut-être se dire est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas, je ne sais pas. Là, au moins, c'est clair pour tout le monde. Puis, une fois qu'on a ces 2 choses-là, la troisième chose qui est très importante, c'est de déployer une plateforme IA à 100%. Donc, ça peut être un Gemini, ça peut être Dust, qui est nous et notre outil favori, mais ça peut être un Copilot. Peu importe finalement l'outil que vous choisissez. L'idée, c'est de donner accès à 100% des collaborateurs à cet outil, de configurer correctement la gouvernance des données aussi, pour reproduire en fait qui a accès à quel niveau d'information. Et dernière étape qui est la plus importante, mais les 4 sont vraiment essentiels, c'est de former toute l'équipe. C'est pas juste j'ouvre des licences Gemini et Copilot et puis ils vont se débrouiller. Non, c'est de prendre le temps de former les équipes, d'expliquer qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que ça n'est pas, comment ça fonctionne, comment vous pouvez en tirer le meilleur. Et du coup, d'accompagner chacun à identifier les cas d'usage qui sont pertinents pour lui dans son quotidien et à faire lui-même ses agents IA qui va être capable de faire évoluer ensuite. Voilà, et si vous voulez aller plus loin, je vous mets ce petit QR code. On a créé un guide qui est, on va dire, la Bible, la méthode pour vraiment déployer l'IA dans votre entreprise. C'est gratuit, vous avez juste à mettre votre petit mail. Et si vous avez des questions, je pense qu'on a une partie Q&A après, je serais ravie aussi d'y répondre. Merci Tiffany pour ces premiers éléments. Oui, les questions sont déjà parties aujourd'hui sur Q&A et sur Mentimeter. On reçoit déjà des dizaines de questions et par rapport à votre intervention et aussi par rapport aux éléments que Raphaël a communiqués au début. Je pense on va continuer avec notre troisième intervenant avant de commencer un peu le débat croisé. Comme ça, on pourra répondre au maximum des questions euh, après. Très ravi d'accueillir avec nous Tawhid aujourd'hui. Tawhid qui, je pense, on va compléter ce que aussi Raphaël et Tiffany ont mentionné. On a parlé aussi avec Raphaël tout à l'heure de l'approche un peu recruteur et des compétences qu'aujourd'hui on cherche dans le cadre de recrutement. Vous êtes, je pense, de l'autre partie de la rive. Vous êtes de la partie formation, développement de ces jeunes nouveaux talents sur le marché. Et avec AI City, je pense que vous offrez ces formations-là. Aujourd'hui, ma question elle est très simple. Comment vous, en tant qu'acteur de formation et qu'acteur d'enseignement, vous voyez cette transformation-là? Et aussi, si vous permettez bien, je sais très bien que parmi les sujets de recherche et de vos publications, c'est un peu le volet humain, le volet qualité humaine dans cette transformation-là. Comment aussi vous estimez l'impact sur ces qualités humaines aujourd'hui avec toute la transformation qu'il y a et en train de
faire dans nos vies, hein, je dirais. Voilà. Merci, Hichem. Bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre, j'aimerais commencer par une petite scène, anecdote qui s'est passée chez moi il y a quelques semaines. Mon fils, qui a 12 ans, qui était en train de préparer ses devoirs dans le salon, et puis passant devant lui, je lui ai demandé, comme beaucoup de parents l'auront fait d'ailleurs, je lui ai dit, tu veux que je t'aide? Et sans même lever les yeux de l'ordinateur, il m'a répondu, merci papa, j'ai déjà demandé à ChatGPT. Je dois vous avouer, à un moment, en tant qu'éducateur, pendant une fraction de seconde, je me suis senti un peu remplacé et puis j'essaie de sauver un peu la situation en lui disant, alors, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il m'a dit, il m'a expliqué mieux que toi la dernière fois. Et là, évidemment, on bascule de l'anecdote familiale à quelque chose qui ressemble plutôt à une transition et à une révolution presque anthropologique, dans laquelle on se pose la question si un enfant pense vraiment qu'une IA est plus intelligente que son père. Est-ce que le problème, c'est la technologie ou la définition même de l'intelligence? Je suis Tawit Chtiwi, je suis président fondateur d'Aiva City. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'enseignement supérieur. J'ai dirigé plusieurs grandes écoles en France et à l'international avant de fonder Aiva City, qui est devenue maintenant en quelques années l'école référence dans le domaine de l'IA et de la data. C'est la seule grande école en France reconnue par l'État et délivrant un grade de master dans le domaine de l'IA, classée numéro 1 3 années de suite dans IA et data science en France et parmi les meilleurs au monde dans le classement mondial et d'Universal des écoles en IA. Bien sûr, on forme les jeunes au métier de l'IA et de la data, mais aussi les professionnels, puisqu'on a formé plus de 10 000 professionnels sur les 5 dernières années aux compétences IA. Alors, je reviens à mon anecdote, évidemment. Pendant des siècles, lorsqu'on avions besoin d'aide, on se tournait vers un parent, vers un professeur, vers un collègue ou vers un expert. Et aujourd'hui, le premier réflexe de cette génération-là, c'est de consulter une intelligence artificielle. Et ce changement-là n'est pas tout à fait anodin parce que on est aujourd'hui pas seulement en train de changer la manière de chercher une réponse, on est en train de changer notre façon d'apprendre, notre façon de réfléchir, notre façon de travailler et même, in fine, et là on arrive à notre sujet, notre façon de devenir compétent. Depuis notamment 2 3 ans, et notamment avec l'émergence et le développement des IA génératives et des IA agentiques plus récemment, on se pose tous la même question. Que saura faire l'intelligence artificielle demain et quel sera son potentiel, surtout avec tout le développement et aujourd'hui qui est plutôt exponentiel, parce que l'IA elle-même est capable de créer de l'IA et c'est ce qui fait son évolution extrêmement rapide aujourd'hui. Mais je pense que la vraie question est beaucoup plus intéressante que ça. C'est pas que saura faire l'intelligence artificielle demain, mais la vraie question qu'on doit tous se poser aujourd'hui, que devra encore savoir faire un être humain lorsque l'intelligence artificielle saura faire une grande partie de ce que nous faisons aujourd'hui? Et c'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Je suis convaincu que le premier bouleversement de l'IA n'est pas celui des métiers, c'est celui de l'intelligence humaine elle-même. Parce que lorsque notre définition de l'intelligence change, et je reviendrai sur cette définition de l'intelligence humaine, c'est les compétences qui vont changer derrière. Et lorsque les compétences changent, c'est l'employabilité qui va changer. Et lorsque l'employabilité change, bien sûr, c'est notre façon d'apprendre qui doit être complètement repensée. Aujourd'hui, on sait très très bien qu'on est en train de former des jeunes à des métiers qui n'existent pas. Ils vont utiliser des technologies qui n'ont pas été inventées et ils vont résoudre des problèmes dont on n'a pas connaissance. C'est ça notre mission dans l'enseignement supérieur. Et comment on répond à ça? C'est pas en leur donnant un certain nombre de contenus et de pratiques qui sont valables aujourd'hui et qui disparaîtront dans quelques mois, pour ne pas dire quelques semaines. C'est en essayant de les former à être un peu ces explorateurs qui sont capables de développer cette intelligence humaine qui n'est pas en opposition avec l'IA. Le monde de demain, ça sera pas IA versus humain. Le monde de demain, ça sera nécessairement IA plus humain. Mais c'est quoi cette intelligence humaine qui vient compléter l'IA? C'est vrai qu'on parle beaucoup de métiers qui vont disparaître aujourd'hui. Personnellement, je pense qu'on se trompe de débat. L'IA ne remplace pas d'abord les métiers. Et c'est pas nouveau d'ailleurs, cette transition, ce déplacement. Je parle plutôt de déplacement de métiers plutôt que de remplacement. C'est pas nouveau. Mais l'IA aujourd'hui, elle va d'abord automatiser des tâches avant de transformer des métiers, elle va transformer des activités, mais surtout, elle va rendre certaines compétences rapidement obsolètes. C'est ce qui est en train de se passer. La durée de validité d'une compétence dans les années 70, elle était de 40 ans. La durée de validité d'une compétence aujourd'hui, elle est de 2 à 3 ans. C'est le World Economic Forum qui le dit, et c'est extrêmement important. Quand on considère les cycles d'études qui sont plutôt de 3 à 5 ans, on dit que la durée de validité d'une compétence, c'est de 2 à 3 ans. C'est vraiment problématique. Et comment on peut construire effectivement cette nouvelle logique d'apprentissage dont le principe même, c'est
apprendre, désapprendre, réapprendre en permanence. D'ailleurs, moi, je suis professeur de désapprentissage. C'est comme ça que c'est écrit sur ma carte de visite et c'est comme ça que c'est écrit sur le site web de l'école. Et je peux vous assurer que désapprendre, c'est beaucoup plus compliqué parfois que d'apprendre. Et si on n'est pas capable de désapprendre, c'est très, très compliqué de construire cette logique nouvelle de renouvellement permanent des compétences. D'ailleurs, le Forum économique mondial dit aussi que 39% des compétences recherchées aujourd'hui évolueront d'ici 2030. C'est considérable. C'est près de 4 compétences sur 6 qui devront être renouvelées en seulement 3 à 4 années. C'est là où, effectivement, il y a une révolution importante, où on entre dans une économie où les compétences ont désormais une date de préemption. Et ça, c'est nouveau, hein, parce que le diplôme avait une durée de vie illimitée. Quand on obtient un diplôme qui est un peu on va dire, la preuve de l'acquisition des compétences, c'est sa date d'acquisition qui était importante. Sauf qu'aujourd'hui, il a une date de préemption aussi. Et c'est là où, effectivement, on se pose la question, qu'est-ce qui fera la différence humaine? Et moi, je suis persuadé que ce qui fera la différence demain, ce sont ces nouvelles formes d'intelligence humaine qu'il faut redéfinir complètement. Parce qu'à l'ère où l'IA est capable de répondre à tout, l'intelligence, c'est pas de savoir répondre. À l'ère où l'IA est capable de fournir énormément de contenu, la vraie intelligence, c'est pas de pouvoir être fournisseur de contenu comme on l'était en tant que manager, en tant que professeur, en tant qu'école. C'est d'être, voilà, sur de nouvelles intelligences que je définis d'ailleurs dans un manifeste. Je vous enverrai le lien dans le chat de ce manifeste. Vous retrouvez une vingtaine de pages qui réexpliquent en tout cas ce que c'est cette logique IA et comment on peut la développer dans les années à venir et quelles sont ces formes d'intelligence. Et je vais les parcourir assez rapidement et encore une fois, vous pouvez les retrouver là, c'est le post LinkedIn et puis le manifeste derrière avec tous les contenus. Alors, c'est quoi la première intelligence humaine? C'est l'intelligence du questionnement. Pendant toute notre scolarité, d'ailleurs, on a appris à répondre aux questions, et c'est le cas de nos examens, c'est le cas de comment le système universitaire et de concours, que ce soit en sélection ou en validation, est construit. Aujourd'hui, les IA répondent en quelques secondes. La valeur s'est déplacée en quelques secondes, évidemment, en termes de contenu beaucoup plus fourni, en termes de rapidité. Et c'est désormais la qualité des questions qui devient la vraie intelligence. Moi, quand mon fils, il me dit, papa, je vais chercher sur ChatGPT, je vais pas lui dire non. Je lui dis, viens chercher, mais montre-moi ta méthodologie pour le questionner. Montre-moi ta capacité de challenger cette réponse-là, parce que c'est la donnée d'entrée et pas la donnée de sortie. C'est l'input et pas l'output, le résultat de l'IA. Donc, la valeur aujourd'hui, c'est dans la qualité des questions, à l'ère évidemment de l'IA. Une mauvaise question, on sait très bien, coûte parfois beaucoup plus cher qu'une mauvaise réponse. Parce qu'une IA extraordinairement puissante, on sait très bien, elle amplifie autant une excellente question qu'une mauvaise. L'IA peut être le virus comme elle peut être l'antidote. C'est pas l'IA qui détermine la conséquence, c'est la façon de l'utiliser, c'est la façon de la questionner évidemment. On sait très bien que les meilleurs professionnels de demain ne seront pas ceux qui auront toutes les réponses, mais ça sera ceux qui sauront poser les bonnes questions. La deuxième intelligence ou la deuxième composante de cette intelligence humaine, c'est le discernement. Ça a été évoqué par Raphaël à un moment. C'est cette capacité de dire je ne sais pas. Et dire je ne sais pas est une vraie intelligence aujourd'hui. Savoir douter. On sait très bien que l'IA écrit très bien, elle argumente très bien. Elle donne souvent d'ailleurs l'impression d'être raison, alors que l'IA ne fait que du plausible. L'IA ne donne pas le vrai, elle donne que le plausible. Ce n'est que une suite mathématique de probabilités et de statistiques. Et elle est fondée elle-même, ceux qui ont compris comment elle fonctionne, sur des modèles probabilistes non déterministes. Elle est conçue comme ça, et donc tout ce qu'elle donne, c'est du plausible. Moi, je la compare souvent à ce qu'on appelle un perroquet stochastique. Vous savez, votre perroquet qui va vous entendre dire quelques mots par-ci par-là, il va les répéter sans comprendre du tout, d'ailleurs, ce qu'il est en train de dire. L'IA ne comprend strictement rien dans ce qu'elle vous génère, mais évidemment, elle va pouvoir les générer avec une puissance extraordinaire, parce que un outil comme ChatGPT, à chaque requête, il va faire travailler 175 milliards de paramètres pour pouvoir aider, évidemment, quantité de données gigantesques, pour pouvoir effectivement vous donner une réponse qui peut vous donner l'impression qu'il a raison. Alors, ça peut être totalement inventé, ça peut être biaisé, ça peut tout simplement être orienté vers une certaine logique, parce que les algorithmes peuvent être orientés, comme par exemple l'IA de Musk, Grok, elle peut se tromper aussi. Et donc, dans un monde où tout paraît crédible, on sait que l'esprit critique devient une compétence économique, il devient une vraie compétence professionnelle, cette capacité évidemment de discernement. La troisième intelligence, c'est le sens. Une IA peut proposer 10 stratégies, des milliers d'idées, mais elle ne sait pas laquelle est la bonne réponse pour votre entreprise. Elle ne connaît ni votre histoire, ni votre culture, ni votre mission, ni vos valeurs. Elle répond, mais elle ne choisit jamais, jamais sa destination ou votre destination. Le sens
et aujourd'hui, il le restera profondément humain. L'IA va produire des résultats et des réponses. C'est à vous de donner le sens et de dire qu'est-ce qu'on veut en faire. Moi, j'ai toujours cette question-là de gens qui disent oui, mais l'IA pour faire quoi? Pour faire plus généralement ou faire moins? On limite l'utilisation de l'IA à faire plus ou à faire moins. Moi, je dis non, c'est ni pour faire plus ni pour faire moins. L'IA, c'est pour faire mieux. C'est ça la vraie orientation et le vrai sens qu'on doit lui donner. Moi, par exemple, sur notre campus, l'accueil se fait par un robot. Pour vous donner un exemple, un robot qui accueille les étudiants, qui les reconnaît. Vous êtes en retard 10 minutes et votre salle est telle. Il accueille les invités, il va les accompagner, leur faire le tour du campus et puis l'accompagner vers le bureau. Et les gens m'ont dit, bah, t'as mis un robot, t'as remplacé un poste et t'as supprimé un poste au niveau de l'accueil. J'ai dit non, c'est grâce au fait de mettre un robot à l'accueil que j'ai pu recruter 2 personnes dans l'accompagnement à l'insertion et pas une seule personne. Parce que ma mission, c'est pas de faire l'accueil, c'est d'accompagner les étudiants vers l'employabilité. Et donc, j'essaie d'utiliser l'IA pour faire mieux. Cette direction, c'est pas l'IA qui la définit. C'est vous qui la définissez. C'est là où on a le sens et la vraie intelligence humaine, évidemment. La quatrième dimension de cette intelligence humaine, c'est ce que j'appelle l'intelligence connective. Euh, le défi de demain, ça sera de moins en moins disciplinaire. Et malheureusement, nos systèmes académiques, nous, académiques, on a conçu les universités et les écoles avec une logique disciplinaire où on sépare le management, le juridique, l'ingénierie, la santé, etc. Et ça n'a plus aucun sens. Et ça n'aura plus de sens demain encore parce que déployer une IA dans un hôpital, c'est pas seulement un projet informatique, c'est aussi un projet médical, juridique, éthique, organisationnel, humain. Et la valeur ne viendra plus de celui qui connaît tout, mais de celui qui fait dialoguer des savoirs. On n'a pas besoin de connaître tout parce que l'IA, elle peut vous aider à avoir les contenus, mais c'est pouvoir dialoguer les savoirs, c'est ça qui est important, c'est cette capacité de relier, ce qu'on appelle en anglais, moi j'aime bien le terme en anglais, reliance, c'est la capacité de connecter, cette hybridation entre les contenus technologiques, la spécialisation que vous avez en santé, en supply chain, en marketing, en finance. Aujourd'hui, séparer un manager d'un ingénieur, un juriste d'un spécialiste de la santé, ça devient de plus en plus absurde. Et d'ailleurs, dans les modèles anglo-saxons, cette logique d'hybridation et d'interdisciplinarité est très développée, contrairement au monde francophone où on a encore une marge de progression importante pour pouvoir aller vers cette dimension d'hybridation. Enfin, la cinquième dimension de cette intelligence humaine, et la plus importante sans doute, c'est la responsabilité. Plus les IA deviennent puissantes, plus notre responsabilité grandit. N'oubliez pas, l'IA n'a pas de responsabilité, l'IA n'a pas de morale. C'est l'être humain qui doit avoir la morale qui est derrière. C'est l'être humain qui doit avoir la responsabilité qui est derrière. On en a vu récemment les Américains tuer des centaines de jeunes en tapant ou en bombardant une école en se disant on s'est trompé, c'est l'algorithme qui a décidé, c'est l'IA qui nous a dit que c'était un site militaire et on savait pas, donc on n'est pas responsable. C'est une absurdité totale. L'IA n'a pas de responsabilité. C'est à nous de porter la responsabilité qu'il y a derrière, de définir c'est quoi les limites de l'IA. Quel est notre degré de confiance qu'on doit donner à l'IA? Et la responsabilité doit rester toujours humaine. Et plus l'IA devient puissante, plus cette responsabilité grandit. Lorsqu'une décision est prise avec l'aide de l'IA, qui est responsable? Le logiciel, mais il n'a pas de responsabilité, le logiciel. L'algorithme n'a pas de responsabilité. C'est celui qui conçoit l'IA, c'est celui qui l'utilise. Donc toujours l'être humain qui restera, voilà, le responsable. Et ça, c'est la vraie intelligence humaine qu'il va falloir développer. Bien sûr, ces 5 intelligences, donc je rappelle ce que je viens de dire sur les intelligences et que vous retrouvez dans les manifestes, la capacité de questionner, le discernement, le sens, le reliance ou la capacité de connecter et la responsabilité. Ces 5 intelligences doivent désormais être complétées évidemment par d'autres types de compétences qui sont voilà des compétences un peu plus en lien avec ce qui est en train de se passer. Évidemment, on a cité quelques-unes tout à l'heure. Mais c'est très très important en plus de ces intelligences humaines de se dire aussi que il faut qu'on ait un certain nombre de compétences techniques et ça ne peut pas consister uniquement à apprendre à utiliser ChatGPT. C'est pas uniquement la couche superficielle de l'outil et c'est là où je complète, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Raphaël tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, les compétences ne consistent pas seulement à apprendre à utiliser les outils. Les outils changent et ils changent à une vitesse considérable. Les interfaces changent, les modèles changent, même les langages de programmation qu'on utilise pour l'IA aujourd'hui sont en train d'évoluer. Ce qui restera demain, ce sont les compétences. L'outil est ponctuel, la compétence est une trajectoire et elle est plus permanente. Et la première compétence qu'il faut développer aujourd'hui, c'est une véritable culture de l'IA. Si vous utilisez un outil sans comprendre comment il est conçu, ça ne sert à rien. Vous ne saurez pas l'utiliser.
Si aujourd'hui on utilise ChatGPT ou un outil d'IA générative comme un moteur de recherche, on lui demande et on dit ah oui, il hallucine, alors qu'il hallucine pas, c'est juste qu'on lui a demandé des choses qu'il ne sait pas faire. On demande à une calculatrice de vous écrire une chanson. Ah oui, elle écrit pas une chanson, mais c'est pas le problème de la calculatrice, c'est le problème de lui demander des choses qu'elle ne sait pas faire, parce qu'on n'a pas compris comment elle est construite. On n'a pas compris quelles sont ses limites, on n'a pas compris quelles sont les données qui la nourrissent, on n'a pas compris quels sont les modèles algorithmiques et quelles sont leurs limites. Donc il y a des enjeux de biais, d'explicabilité, de robustesse, de sécurité qui sont extrêmement importants. Il y a une logique de compréhension de ce que sont ces forces de l'IA, comment elles fonctionnent, mais surtout ces limites qui vont vous donner effectivement cette capacité de comprendre quel outil j'utilise et quel que soit d'ailleurs l'évolution de l'outil demain, je sais effectivement comment se l'approprier parce que j'ai compris le fondement et pas seulement la couche superficielle de l'outil. La deuxième, pour rester aussi sur 5, hein, j'aurais pu dire 4 ou 6 aussi, mais pour avoir quelque chose qui soit impactant pédagogiquement, la deuxième, c'est la culture de la donnée, bien évidemment. Il y a pas de data, il n'y a pas d'IA. Si on ne comprend pas la logique de données et comment on structure la donnée, l'IA, c'est juste le moteur, en fait. Le carburant, c'est la data. Et on a beaucoup de focus sur l'IA en oubliant voilà, que le carburant est son donnée fiable. Il n'y a pas d'IA fiable. Savoir lire les données, les comprendre, les interpréter, bien sûr, les protéger, les gouverner, c'est extrêmement important. C'est ça la vraie compétence dont on a besoin aujourd'hui dans les entreprises. Parce que le challenge, c'est pas uniquement d'utiliser des outils d'IA génératifs qui nous rendront tous pareils, parce que ça fait une standardisation des pratiques, mais de pouvoir nous appuyer sur nos propres données pour créer des IA spécifiques qui nous rendront différents, donc plus compétitifs. Et c'est ça qui deviendra aujourd'hui une compétence universelle. D'ailleurs, quand on regarde les compétences les plus demandées par le marché de travail, et selon le World Economic Forum d'ici 2030, on retrouve la data analyse avant l'IA d'ailleurs, parce que évidemment cette compétence va permettre de créer effectivement une logique d'IA beaucoup plus puissante qui ne limite pas à l'IA générative et l'IA agentique. N'oubliez pas, hein, IA générative et agentique, ça ne représente que, allez, pour être vraiment large, 20% de la puissance de l'IA. Le reste, les autres modèles de l'IA, ça ne fonctionne qu'avec une compréhension fine de comment fonctionnent les données et comment effectivement on les fait travailler sous des logiques de data science, de data analyse, de data engineering, avec des métiers qui sont de plus en plus complémentaires. La troisième compétence, c'est la collaboration avec les IA. Elle est importante, hein. La question n'est plus, on l'a dit tout à l'heure, que peut faire l'IA? La question, c'est qu'est-ce que je garde pour moi et qu'est-ce que je délègue intelligemment? C'est ça la question, c'est de dire quand est-ce que j'utilise l'IA et qu'est-ce que je l'utilise pas. De toute façon, elle sera là. Les meilleurs professionnels ne feront pas tout eux-mêmes. Et les meilleurs professionnels ne délégueront pas tout à l'IA d'ailleurs. Sinon, ils deviendront dépendants de l'IA. Et c'est là où il y a une vraie fracture de main numérique entre pas ceux qui utilisent, ceux qui n'utilisent pas. Parce que c'était ça la fracture numérique avant. Aujourd'hui, la fracture, elle est sociétale, elle est cognitive, et ça sera entre ceux qui utilisent l'IA pour devenir plus intelligents et ceux qui utilisent l'IA pour devenir plus dépendants. Et c'est là où il y a une vraie fracture qui est en train de se mettre en œuvre aujourd'hui dans le monde. Donc là, la vraie compétence, c'est comment construire cette coopération entre l'humain et la machine, comment effectivement déléguer, savoir déléguer un moment et savoir garder la décision évidemment humaine à un autre moment. La quatrième, c'est l'orchestration des agents. On a parlé, Tiffany, on a parlé tout à l'heure sur cette dimension agentique parce que la bascule, c'est que l'IA ne fait plus que générer aujourd'hui. Elle est capable d'exécuter, elle est capable de faire. Et en plus, si on va plus loin demain avec l'évolution de la robotique, elle va être encore plus importante puisque cette orchestration, cette action ne se limitera pas à votre PC, votre smartphone, mais il ira plus loin dans nos industries, dans nos économies, dans notre quotidien, dans notre cuisine, etc., etc. Donc aujourd'hui, on travaille avec une IA. Demain, on travaillera avec plusieurs agents spécialisés qui vont collaborer entre eux, évidemment, et ça c'est important. Et après avoir appris à manager des équipes humaines, aujourd'hui il va falloir apprendre à manager des équipes hybrides composées d'humains et d'agents intelligents et de pouvoir évidemment les orchestrer, les connecter, les organiser, les paramétrer, parce que c'est là où elles deviennent extrêmement puissantes et intéressantes. Et puis enfin, la cinquième, c'est la gouvernance de l'IA, et c'est la plus importante aussi sur cette dimension-là. Et la gouvernance dépasse l'aspect de charte et l'aspect de règles. C'est très important de penser la gouvernance d'une façon beaucoup plus large. Utiliser une IA ne suffira pas demain. Il faut savoir l'utiliser de façon responsable et pour ça, il faut respecter bien sûr le cadre légal, hein, les données personnelles, les enjeux réglementaires. Il faut préserver la propriété intellectuelle. Il faut garantir la cybersécurité. Il faut penser souveraineté. La gouvernance, c'est aussi la souveraineté, et on sait qu'il y a des enjeux extrêmement importants. Il faut prendre en compte les aspects géopolitiques. On a vu avec Fable 5 sur Entropy qui a été interdite parce qu'on ne veut pas la mettre à disposition de pays en dehors des États-Unis. Donc il y a des enjeux géopolitiques qu'il faut considérer aussi. Il y a des questions de confiance, il y a des questions évidemment de règles et puis de culture qu'il faut intégrer aussi. N'oubliez pas
que l'IA aujourd'hui est alimentée principalement par des données américaines et chinoises. 96% des données d'entraînement de l'IA sont soit américaines, soit chinoises. Derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de cultures rares, et là on est avec plein de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, où il y a énormément de langues rares qui sont en train de disparaître. Et derrière la disparition d'une langue, c'est la disparition d'une culture. C'est ça ce qui est plus gênant, parce que la langue, c'est pas grave, l'IA peut traduire tout ce qu'on veut. Mais quand les autres données d'entraînement des IA sont des données chinoises ou américaines, ça veut dire qu'il y a des cultures qui ne participent pas à l'entraînement de ces IA-là, qui vont finir par disparaître. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est nos identités, c'est nos histoires, parfois, qui sont effacées par la puissance de ces IA qui sont partout et qui sont utilisées par nos enfants et par nos entreprises. Donc la confiance demain deviendra un avantage concurrentiel et c'est important de construire cette logique de gouvernance d'une façon beaucoup plus large. Alors tout ça conduit bien sûr à une conséquence majeure, c'est que d'ici les compétences évoluent, bien sûr notre manière d'apprendre doit aussi changer. Le diplôme était une photographie, on le sait très bien. On obtient un diplôme, on travaille pendant 30 ou 40 ans, ce modèle est terminé. Nous à Evincity, on a inventé un concept unique au monde qu'on a breveté qui s'appelle la garantie de mise à jour de diplôme. Parce que je disais que ma promesse, c'est pas le diplôme. Ma promesse, c'est pas l'emploi. Parce qu'en France, on confond emploi et employabilité. Et on ne mesure que l'insertion et le premier emploi. Alors que les carrières font 40 ans où il va falloir exercer 10 métiers différents et changer d'entreprise tous les 2-3 ans. Ça, c'est les statistiques de la génération actuelle qui arrivent chez nous. Okay. Et donc, si on n'est pas capable d'accompagner les étudiants ou les diplômés dans leur carrière, dans leur évolution, on passera à côté de cette promesse d'employabilité. Donc nous, on dit aux diplômés, vous pouvez revenir gratuitement à l'école pour pouvoir mettre à jour vos compétences. Après être diplômé, 5 ans plus tard, vous revenez, vous allez suivre le cours de nouveau. Si vous le validez de nouveau dans les mêmes conditions qu'un étudiant, votre diplôme qui est dans la blockchain sera mis à jour, obtenu en 2025, mis à jour en 2030, 2035, etc. À chaque fois que l'étudiant revient pour pouvoir mettre à jour ses compétences, pour pouvoir traduire ce que l'IA est en train d'entraîner aujourd'hui, c'est-à-dire ce renouvellement permanent des compétences. Et notre responsabilité en tant qu'établissement éducatif aujourd'hui, c'est de continuer à les accompagner, c'est de considérer toutes ces ruptures technologiques majeures qui apparaissent et que nos diplômés doivent évidemment découvrir aujourd'hui les nouveaux outils, actualiser les compétences, comprendre les nouveaux usages et rester en phase avec toutes ces transformations qui sont relatives et qui sont liées à leur métier. Parce que demain, la valeur d'un diplôme ne dépendra plus seulement de ce qu'il certifie le jour où il est délivré, mais elle va dépendre aussi de sa capacité à rester pertinent 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Je termine sur une conviction profonde. Je pense que depuis longtemps, on avait cette question d'employabilité avec une seule question qu'on essaie de résoudre, c'est que savez-vous faire? Je crois que demain, les recruteurs poseront une autre question. Et on commence à le voir aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. C'est à quelle vitesse êtes-vous capable d'apprendre ce qui n'existe pas encore? C'est ça, moi, en tout cas, la question que j'essaie de poser pour recruter mes collaborateurs. J'essaie de regarder leur capacité, non seulement d'accumuler des stocks de connaissances, mais cette capacité permanente de transformation, cette capacité d'apprendre, désapprendre, réapprendre encore et encore. Et c'est peut-être là le plus beau paradoxe de cette révolution, parce que plus les intelligences artificielles deviennent performantes, plus ce qui fera notre valeur sera profondément humain. Aujourd'hui, j'utilise énormément d'IA. Vous ne pouvez pas imaginer, je fais 4 fois plus de choses que ce que je faisais avant. J'ai des agents qui trient mes mails, mon planning il est optimisé avec l'IA, etc. Mais j'ai jamais senti mon métier de aussi humain que depuis l'utilisation de l'IA, parce que ce temps que j'ai dégagé pour faire des tâches très basiques que j'ai pu automatiser, je le consacre à passer plus de temps avec les étudiants, plus de temps avec les équipes, plus de temps dans l'humain, parce que c'est ça le sens de mon métier, et c'est pour ça qu'il faut que je développe ces compétences humaines encore plus dans les années à venir. Donc, pendant des siècles, on a préparé les individus à exercer un métier, je finis là-dessus. Le 21e siècle va nous obliger à préparer des femmes et des hommes capables de traverser plusieurs métiers, plusieurs technologies et plusieurs révolutions. Il appartient donc à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui de développer le plus d'intelligence humaine grâce à elle. Merci pour votre attention. Merci, merci beaucoup, Tawhid, pour tous ces éléments. Je rappelle tout le monde qu'on a partagé le lien du manifeste sur le chat. N'hésitez pas à voir ce lien-là, mais aussi à voir ce que Evincity offre comme formation. Vous avez parlé de plusieurs éléments très importants, Tawhid, notamment cette agilité de compétences et notre capacité aujourd'hui à nous former et désapprendre aussi pour être rapide, pour être efficace par rapport aux besoins de demain. Nous restait 10 minutes. On va faire
course pour les questions maintenant. Donc, tenez-vous bien, chers intervenants, par rapport aux questions. On reçoit de toutes les couleurs ici, des questions par rapport au recrutement, mais aussi des questions par rapport on a une bonne cohorte d'entrepreneurs présents. On est plus que 300 personnes connectées. Donc, il y a aussi des chefs de PME qui veulent aussi rebondir par rapport à l'intégration de l'IA dans leur opération quotidienne. Donc, je vais essayer un peu de regrouper les questions. Malheureusement, je pense pas qu'on va pouvoir répondre à la totalité. On commence un peu avec des questions côté entrepreneur. Ada Victoire du Congo qui est bien connecté, vivant au Burundi, qui dit aujourd'hui, dans des contextes comme le Burundi ou l'RDC, de nombreux PME disposent de ressources limitées. Quelles sont les trois premières actions concrètes qu'un dirigeant peut entreprendre pour intégrer l'IA et obtenir un retour d'investissement sur investissement rapidement? Aujourd'hui, il y a cette question, voilà, est-ce qu'on investit sur des comptes, des abonnements pro ou pas? Est-ce que, on déploie des ressources sur l'intégration de l'IA et est-ce qu'on est sûr de ces retours d'investissement? Si vous voulez bien, Raphaël ou Tiffany, si vous avez voilà, une réaction ou bien pour rebondir un peu sur cette question. Moi, je peux apporter une première piste de réponse Réflexion. rapidement. Mhm. Je pense que en effet, prendre des licences, donc choisir un outil, ça peut être un ChatGPT, Claude, ou comme je le disais, nous on aime beaucoup Dust. Euh, un outil qui va être assez agnostique pour pouvoir servir à un grand nombre de besoins, littéralement quasiment tous les besoins, à part peut-être les besoins des développeurs un peu avancés. Déjà, et donc ensuite les licences, à vous de choisir, est-ce que une licence à 20 ou 30 euros, ça suffit, ou est-ce que en fait vous encadrez vos équipes en disant, voilà, vous avez chacun une licence à 30 euros par mois, vous avez donc les tokens qui correspondent, ou les crédits qui correspondent en fonction de l'outil, et c'est à vous de gérer finalement cette utilisation pour maîtriser les coûts. Et sinon, après, il y a les licences qui sont plus chères, à des centaines d'euros, et donc là, ça peut être compliqué de gérer les coûts pour une PME. Mais comment? C'est pas juste de dire aux employés, bah maintenant vous avez 30 euros de licence et débrouillez-vous. Encore une fois, c'est de leur apprendre, de les former, de leur expliquer quels sont les différents modèles, quel modèle j'utilise en fonction de la tâche que je vais faire. Pas prendre le super modèle pour faire une tâche très basique. Ce genre de choses, en fait, de permettre à chacun d'utiliser l'IA en conscience euh, pour derrière maîtriser les coûts et voir des vrais gains de productivité sur l'organisation. Très bien. Ouais, Raphaël, pas de... Oui, réaction, oui, n'hésitez je compléterai ce que tu dis, Tiffany. C'est très important de démarrer avec le choix d'un outil, des licences payantes, parce que sinon on est très vite bloqué, et travailler en cohorte, en communauté, parce que ça peut être un peu, ça peut faire peur au démarrage de travailler sur de l'IA, ça part dans tous les sens. Euh, si vous ouvrez Claude, par exemple, il y a trois grandes directions. Il y a le Claude Chat, le Claude Cowork et le Claude Code. Et on fait des choses très différentes avec ces trois-là. Et on peut vite être dépassé ou être, euh, voilà, pas savoir comment appréhender l'outil. Donc il faut former et faire travailler en équipe pour se partager les bonnes pratiques, parce que chacun avance dans une direction différente et avec des retours d'expérience différentes. Mais c'est entre vous que vous allez partager les bonnes pratiques et construire une culture d'IA dans l'entreprise. Oui, je compléterai avec une autre question, peut-être sur ce même point, Raphaël, si vous voulez bien compléter, notamment sur un peu ce volet de méfiance. Parfois, au début de l'expérience de l'IA, on a Yannick du Côte d'Ivoire qui dit, je suis dirigeant d'une PME de 12 personnes. Comment savoir quelles tâches peuvent être confiées à l'IA sans démotiver mon équipe? Pourquoi sans la démotiver? Parce que ça semble compliqué. Parce qu'une fois qu'on a mis le Hmm. doigt dans l'IA, on se rend compte à quel point les tâches rébarbatives qu'on faisait peuvent être faites rapidement. Et ça commence à ouvrir l'esprit vers le fond de son métier, vers là où on apporte de la valeur à l'entreprise. Donc, c'est vrai il faut accompagner les personnes en leur montrant toute la puissance et que ce que ça peut leur apporter. Et après, la limite, ça va être leur imagination. Mhm. Euh, Moi, je pense que compléter aussi, la question n'est Oui. pas quelle tâche vais-je déléguer à l'IA. Je pense que la question, c'est quoi les capacités humaines que
que je veux pouvoir développer grâce à l'IA? C'est comme ça qu'il faut se poser la question et c'est comme ça qu'évidemment on va pouvoir engager les équipes davantage parce que c'est normal qu'il y ait une certaine peur ou certaines réticences parfois qui est liée au fait de dire ah oui l'IA va nous remplacer donc si on utilise l'IA c'est que finalement pour nous remplacer. Donc je pense que c'est très très important que le dirigeant il n'est plus là uniquement pour répartir des tâches entre les collaborateurs. Il est là pour concevoir globalement cette meilleure coopération entre les intelligences humaines et les intelligences artificielles. C'est de définir une direction, c'est de dire Mhm. c'est quoi la stratégie, quel moyen, quel domaine prioritaire, quel cas d'usage, quelle feuille de route je vais mettre en œuvre et comment je peux impliquer l'ensemble des équipes. C'est pas à lui de définir une répartition des tâches, c'est à lui de créer une culture qui va privilégier, qui va favoriser l'émergence Mhm. d'initiatives qui permettent d'expérimenter un certain nombre d'outils, de les mettre en place, d'aider les personnes dans leur quotidien pour pouvoir leur permettre de mieux vivre, hein, pour dire mieux leur travail. Le vrai défi, c'est pas de savoir ce que l'IA va remplacer, c'est de savoir, c'est de décider ce qu'on veut absolument préserver comme profondément humain. Et c'est là où la question doit Mhm. être centrale pour un dirigeant. Merci Raphaël, merci Tawhid pour ces éléments. Je pense aussi que vous avez bien répondu sur ce qu'on a reçu, bien évidemment, les questions de l'IA va nous remplacer, etc. Bien sûr, c'est les questions c'est les Alors, usual suspects qu'on mais reçoit dans c'est tous même les webinaires. l'inverse. C'est même l'inverse qui va se passer, c'est que si on commence à correctement maîtriser l'IA, on va devenir irremplaçable parce qu'on la maîtrise bien. Dans une entreprise, on Ouais, va apporter énormément de valeur. quand certains me disent, bon, les profs en particulier, disent, est-ce que l'IA va nous remplacer? Je dis, si elle nous remplace, c'est qu'on le mérite. Qu'on Ouais, n'a pas su effectivement faire ouais. développer, évoluer nos compétences de façon à ce que on puisse être pas remplaçable par l'IA, parce que voilà, enfin, être remplacé par une machine, c'est de pouvoir effectivement faire développer nos compétences dans le sens que j'ai cité tout à l'heure, pour qu'on restera irremplaçable. Et fort heureusement que l'IA ne nous remplace que sur une seule intelligence, qui est l'intelligence analytique, et que l'être humain a 9 intelligences différentes. Et c'est ces 8 autres intelligences qu'il va falloir continuer à développer dans notre système éducatif, mais aussi dans ses expériences professionnelles, pour pouvoir rester et demeurer irremplaçable. Pour compléter ce que tu dis, Tawhid, si vous avez l'impression que votre esprit va à 100 à l'heure quand vous travaillez, avec l'IA, il va aller à 1000 à l'heure. On a une quantité de savoir qui est à notre portée et dans lequel on se jette à corps perdu, qui fait que on a un esprit qui va être décuplé par cette puissance-là. Donc Mhm. le vrai sujet, effectivement, c'est le savoir qu'on acquiert et la montée de compétences qu'on va avoir pour piloter ces outils. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Et je pense encore une autre question qui va dans le même sens. Euh, euh, Comment je peux préparer mes collaborateurs à cette transformation et à cette intégration de l'IA, alors que moi-même, je découvre encore l'IA. Aujourd'hui, c'est une question de dirigeants de PME. Voilà, on a cette tendance il faut que le PME, il faut que le patron maîtrise avant les employés. Mais je pense que, à mon avis, c'est pas le cas. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'on C'est est tous indispensable. Allez, allez. on est tous en train d'apprendre et justement, ça peut rassurer les collaborateurs que le patron dise aussi, bah, je vais me former avec vous, faisons une journée de formation, un webinaire, tout ça, que le patron partage aussi ce qui marche chez lui, là où il a un peu plus de mal, et être dans cette posture ouais, de toujours apprendre. Et le Tawin le disait très bien, en fait, il s'agit de développer cette capacité à apprendre sans arrêt parce que les évolutions vont tellement vite qu'il faut être en mesure de toujours se réinventer. Donc je pense que un bon patron montre un petit peu l'exemple et donc c'est aussi de dire à ses employés, ben, j'apprends avec vous et je découvre avec vous également. Une autre Ouais, réaction? mais je lui conseille quand même Voilà. d'avancer un peu plus vite que les autres pour avoir quand même un cran d'avance. Parce que sinon, il faut quand même qu'il monte la direction. Donc d'abord qu'il se forme le plus possible, qu'il expérimente, qu'il ait un retour d'expérience et il pourra d'autant mieux guider ses collaborateurs tout en disant, je suis aussi débutant et j'avance comme vous. Et, Oui, et- c'est la clé, évidemment. La formation est vraiment, vraiment la clé, la base de tout. On ne peut pas lancer des projets IA, on ne peut pas lancer des outils, on ne peut pas s'investir sur une feuille de route, une stratégie IA sans se former en tant que dirigeant, sans former ses collaborateurs. C'est même une obligation légale en France, hein. Les actes obligent à avoir une certaine acculturation aux entreprises qui mettent en place des dispositifs IA. Et cette formation ne doit pas être que technique. Enfin, loin de là, d'ailleurs, c'est sur les transformations organisationnelles. C'est à quoi va ressembler la PME de demain. La PME de demain qui va réussir, c'est pas celle qui va utiliser l'IA, c'est celle qui va
créer de la valeur à travers l'IA. Ça veut dire elle va savoir se transformer, transformer ses pratiques en utilisant l'IA. Aujourd'hui, le vrai risque, c'est pas de l'IA, c'est vraiment de continuer à travailler comme avant. C'est de continuer à naviguer avec des cartes périmées. Et aujourd'hui, avec l'IA, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de cartes qui sont périmées. Il va falloir se former de nouveau et former ses collaborateurs pour qu'ils maîtrisent cet outil-là convenablement avec toutes ses dimensions, et encore une fois, pas que la dimension technologique, pour pouvoir construire voilà, une vraie création de valeur qui permet de repenser ces processus et de permettre de rester compétitif parce que vos concurrents de demain, c'est pas une PME à côté de vous, c'est peut-être une PME à l'autre bout du monde qui est en Inde ou en Chine ou ailleurs et qui, elle, sait utiliser l'IA et sait effectivement optimiser ses process et elle sera plus compétitive que vous. Mhm. Très, très, très bien. Je pense que le temps, malheureusement, il finit, mais quand même, parce qu'on a fait, je pense, 5 petites minutes de retard, je vais me permettre quand même de vous garder encore 3 petites minutes pour une dernière question, un dernier tour de table, si vous permettez, cher intervenant. Euh, voilà, puisque les questions, quand même, ils sont assez nombreux, donc afin d'offrir un peu plus de matière voilà, en quelques secondes, d'après vous, quel est le conseil que vous souhaiterez laisser aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui? Comme j'ai dit, on a plusieurs entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui préparent leurs entreprises, leurs équipes au futur du travail. Donc, ça sera quoi, peut-être votre premier conseil, ou bien pour les entrepreneurs, ou bien aussi pour les chercheurs d'emploi aussi, hein. On n'oublie pas qu'aussi, il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a aussi des chercheurs d'emploi qui veulent être compétitifs sur le marché de travail. Peut-être voilà, on commence avec Tiffany, voilà, peut-être en premier. Oui, alors je vais peut-être me répéter un petit peu. Pour moi, le premier conseil, c'est formez-vous. En fait, c'est ça, c'est important de comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre, il faut faire, pratiquer. Donc, c'est trouver des formations. Il y a plein de contenus gratuits pour se former. Et la meilleure façon de se former, c'est de faire, de tester des choses. Raphaël parlait de vibe coding au début. Ça peut être une piste. Enfin, en fait, prendre une problématique que vous avez dans votre quotidien et voir, demander à l'IA, bah voilà, j'ai ce problème, comment elle peut m'aider, enfin, tu peux m'aider à le résoudre. Utilisez l'IA pour vous former et former vos équipes. Donc la formation, je pense, capitale pour cette transformation. Raphaël, si vous avez une Oui, réaction moi je aussi. dirais, pour compléter, alors évidemment se former, expérimenter, mais je dirais expérimenter deux choses en particulier. Mhm. La première, c'est faites faire à l'IA des automatisations de choses simples, ou j'allais dire rébarbatives ou automatiques. Donc ça, on est en bas de l'échelle, mais également utilisez l'IA pour vous challenger dans votre métier, dans votre business, comme un coach ou comme votre professeur, quelle que soit votre position dans l'entreprise. Si vous êtes dirigeant, ça peut être votre coach. Et vous voyez avec ça tout le panel de ce qu'il est capable de faire. Mm. Voilà, donc Et après. vibe codé, vibe codé, vibe Ouais. codé. C'est génial, ça change la vie. Donc, on note. Et après la formation, donc, et Raphaël ajoute ici, donc, on utilise l'IA non seulement pour les tâches répétitives, parce qu'il y a toujours, oui, cette tendance à penser que, voilà, on donne un peu le boulot qu'on souhaite plus faire pour l'IA, mais aussi comme partenaire pour challenger les défis, avec des tâches un peu plus complexes, un peu plus critiques, pour couvrir tout le spectre de cet outil-là. Et le vibe coding, je pense qu'on est redevable à nos participants de partager quelques ressources aujourd'hui sur le vibe coding, parce que aussi on a highlighté un peu l'importance de cette compétence-là. David. J'ai envie de dire que l'IA est une opportunité extraordinaire pour le continent africain. Extraordinaire parce que les révolutions qu'on a connues avant, c'est des révolutions qui nécessitaient énormément de moyens. L'IA ne nécessite pas beaucoup, beaucoup de moyens. Elle est accessible, elle est open source pour la plus grande partie des modèles existants. Elle est pas chère, il suffit d'une connexion Internet. Mais attention, attention, l'IA n'écrira pas notre avenir. L'IA, elle va nous obliger tout simplement à décider quel avenir on veut écrire avec notre intelligence humaine. Et c'est ça qu'il faut continuer évidemment à développer et qui fera la force des cultures des nations demain. J'ai envie de finir par un proverbe chinois que j'aime bien. Quand le vent souffle, certains construisent des murs et d'autres érigent des moulins. C'est à vous de voir si vous voulez construire des murs ou ériger des moulins. Merci beaucoup, David, pour cette magnifique note de clôture. Voilà, avant de passer la parole à Trésor, encore une fois, merci beaucoup à nos trois intervenants pour la richesse de ces échanges-là. Je pense aujourd'hui,
Nous avons parlé de beaucoup de sujets, mais on rappelle une idée essentielle. Le futur de travail, je pense, ne se construit pas demain, mais il est en train de se construire dès aujourd'hui. L'intelligence artificielle continuera à évoluer, mais comme vous l'avez mentionné, les trois, je pense, ce sont les femmes et les hommes qui feront la différence finalement. Leur capacité à apprendre, à s'adapter et à collaborer et surtout à innover. Encore, on a un peu parlé de ce challenge des PME. L'enjeu n'est pas simplement d'adopter de nouveaux outils, mais plutôt de se préparer en termes de compétences. Et vous avez les trois highlighté l'importance de la formation, l'importance de l'expérimentation et de l'essai de cet outil-là pour améliorer les modes de travail et les organisations de demain. Encore une fois, merci beaucoup pour nos 311 participants connectés actuellement à notre webinaire. Et voilà, avant de clôturer, je cède la parole à Trésor. Trésor à vous. Et merci Hichem, merci à tous et à toutes pour votre participation à ces webinaires qui vous est proposé par et organisé par l'Organisation internationale de la francophonie, ici en partenariat avec les Centres internationaux des formations de l'OIT. J'ai juste quelques communications parce que je regardais vos échanges dans les discussions et je vois que beaucoup de personnes sont intéressées, soit à approfondir les sujets ou à découvrir d'autres sujets dans le cadre de ce programme ou généralement pour essayer de se former sur les sujets. Je vous invite donc tous et toutes d'aller vous inscrire sur la plateforme entreprise en francophonie parce que nous envisageons de lancer des programmes de formation où on va exploiter plusieurs thématiques et notamment la thématique de l'IA est aussi centrale parce que c'est une question importante à l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, merci de vous rendre sur le lien que je vous mets là directement dans la discussion. Vous pouvez créer un compte si vous êtes représentant d'une entreprise ou d'une organisation pour bénéficier des formations, d'un espace où vous pouvez évaluer votre maturité à l'international, des ressources, que ce soit des fiches pays, des fiches thématiques ou des événements comme, disons, le webinaire auquel vous participez actuellement. Mais surtout pour approfondir les sujets, dans les prochains jours, on va lancer des formations sur la plateforme et ça serait intéressant pour vous d'être déjà inscrit. Je vous informe aussi que sur cette même plateforme, vous pouvez avoir aussi accès aux opportunités. Donc, on partagera aussi d'autres opportunités avec vous dans différents domaines. Il y a un annuaire d'entreprise que vous pouvez déjà visiter à partir de maintenant. Donc, il y a plusieurs opportunités. Même si vous voulez élargir la discussion sur ces sujets, vous pouvez créer un compte et aller dans communauté pour échanger sur les sujets et continuer peut-être avec vos réponses auxquelles vous n'avez pas trouvé et des questions auxquelles vous n'avez pas trouvé des réponses actuellement. Je vous informe aussi que dans le cadre du projet de la plateforme entreprise en francophonie, nous avons aussi lancé une lettre d'information donc dont le premier numéro est parti aujourd'hui et nous espérons que vous serez aussi nombreux à vous abonner à cette lettre d'information pour avoir en même temps les nouvelles de l'Organisation internationale de la francophonie, de la plateforme entreprise en francophonie et ça sera toujours avec un grand plaisir qu'on vous fournira toutes ces informations. Donc, merci à toutes et à tous. On vous dit que le prochain rendez-vous ou bien le prochain webinaire entreprise en francophonie, ça sera pour ce 7 juillet. Donc, le prochain rendez-vous, ça sera le 7 juillet. Pour ceux qui se sont inscrits à travers le canal de l'OIF, vous allez aussi recevoir l'invitation pour le prochain webinaire. Donc, à travers les mêmes canaux et on vous invite aussi à y participer nombreux. Ça sera sur les industries culturelles et créatives. Donc, on vous invite à nous rejoindre aussi à ce prochain webinaire et je vous remercie toutes et tous pour votre participation et à la prochaine. Ah, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est de remercier nos intervenants. En tout cas, toutes mes excuses à à Tawhid, à Tiffany et à Raphaël. Merci pour vos interventions très, très importantes et nous allons aussi avec vous approfondir les échanges. Je sais qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup échanger au début de cette réunion pour des raisons techniques. Donc, merci pour vos interventions et on garde le contact pour voir aussi comment approfondir les sujets. Merci.
Merci à vous. Merci à tous. Merci. Merci. Hicham est de la maison, donc il a nos remerciements. Merci. Merci, au revoir. Merci, au Merci. revoir.